Pour Jean Parvulesco, il y avait un grand secret, le secret de Julius Evola. Que disait Parvulesco? Eh bien, il nous disait que le baron sicilien Julius Evola n'aura jamais été qu'un agent secret suprahistorique de Frédéric II Hohenstaufen, empereur d'Occident et roi de Jérusalem, Castel del Monte, le centre du monde. Je ne suis pas un lecteur extrêmement assidu de Julius Evola, parce que il me semble que ses écrits justement sur la tradition hermétique sont véritablement très hermétiques. J'aime beaucoup ses conférences, notamment cette conférence, il me semble, de 1940, qu'il a prononcée à Rome, en allemand, si je ne me trompe pas, la doctrine arienne du combat et de la victoire, qui est très intéressante puisqu'il commence à s'en prendre à Guénon. Alors évidemment, les rapports entre Guénon et Evola font partie des thématiques les plus intéressantes à analyser quant à la bataille des idées au XXe siècle. Que nous dit Evola au début de sa conférence? Selon la conception d'un critique réputé de la civilisation, le déclin de l'Occident est clairement reconnaissable à deux caractéristiques principales. En premier lieu, le développement pathologique de tout ce qui est activisme. En second lieu, le mépris des valeurs de la connaissance intérieure et de la contemplation. Il donne quelques précisions et il ajoute ensuite: il y a au principe de la conception indiquée une prémisse inacceptable pour nous. Il est en effet tacitement admis ici que toute action dans le domaine matériel est limitative et que le domaine spirituel le plus élevé n'est accessible que par d'autres voies que celle de l'action. On reconnaît aisément dans cette idée l'influence d'une conception de la vie qui est essentiellement étrangère à l'esprit de la race aryenne et qui toutefois est si profondément enracinée dans la façon de penser de l'Occident christianisé qu'on la retrouve jusque dans la conception impériale dantesque. Il veut dire de Dante, bien sûr. L'opposition entre action et contemplation était en fait inconnue des anciens Ariens. Action et contemplation n'étaient pas conçues par eux comme les deux termes d'une opposition. Elles désignaient seulement deux voies distinctes pour parvenir à la même réalisation spirituelle. Donc on reconnaît bien là la grande attaque de Julius Evola contre le christianisme, de manière générale, ou tout du moins contre le christianisme moral, mais également le christianisme, on va dire, dans ses fondements sémitiques. Il en parle très clairement, évidemment, dans son énorme opus Révolte contre le monde moderne, qui est, on va dire, à la fois guénonien et anti-guénonien. Les rapports d'Evola avec le christianisme sont très fertiles. Parvulesco les a explorés, à ses risques et périls, j'allais dire. Mais on a parfois un peu oublié dans ce livre la fin de l'opus consacré au rapport entre États-Unis et Russie, enfin, ou plus précisément, monde capitaliste et monde bolchevique. Et là, on retrouve un petit peu les idées de Drieux-La Rochelle, quand il évoque une certaine similitude. Vous voyez, il parle des raisons de l'intérêt que porte l'idéologie bolchevique à l'Amérique, de par la contribution que la technicité apporte à l'idéal de la dépersonnalisation. Le standard moral bolchevique correspond au standard pratique de l'américain. C'est très intéressant. Le nivellement ne manque pas de s'étendre au sexe. L'émancipation soviétique de la femme concorde avec celle qu'en Amérique, l'idiotie féministe, tirant de la démocratie toutes ses conséquences logiques,
avait déjà réalisé depuis longtemps en corrélation avec la dégradation matérialiste et utilitariste de l'homme. Avec les divorces en chaîne et à répétition, la désagrégation de la famille se poursuit en Amérique à un rythme analogue à celui auquel on peut s'attendre dans une société qui ne connaît que des camarades des deux sexes. Des femmes qui, ayant abdiqué en tant que telles vis-à-vis d'elles-mêmes, croient s'élever en assumant et en exerçant une forme quelconque d'activité masculine. Des femmes qui semblent ne savoir plus être que chastes dans le culte narcissiste de leur corps et même dans les perversions les plus extrêmes, ou qui demandent à l'alcool le moyen de se décharger des énergies réprimées ou déviées de leur nature. Des hommes et des jeunes filles enfin qui, dans une promiscuité amicale et sportive, semblent ne plus guère connaître la polarité et le magnétisme élémentaire du sexe. Ce sont là des phénomènes de pure marque américaine, même si leur diffusion infectieuse dans la quasi-totalité du monde ne permet pratiquement plus désormais d'en connaître l'origine. Dans l'état actuel des choses, s'il existe à cet égard une différence par rapport à la promiscuité souhaitée par le communisme, cette différence n'est pas en faveur de l'Amérique. Elle correspond en effet à la prédominance du facteur gynécocratique que l'on constate en Amérique, comme dans les pays anglo-saxons en général, toute femme et toute jeune fille considérant comme parfaitement naturel qu'on lui reconnaisse de droit une sorte de prééminence et d'intangibilité morale. Julius et voilà, 128 ans aujourd'hui.